La confiance de l'innocent est l'arme la plus utile du menteur. Cette citation de Stephen King, l'un des plus grands écrivains de suspense et d'horreur au monde, a peut-être servi de toile de fond à bon nombre de ses œuvres de fiction. Mais cette même phrase peut très bien s'appliquer à de nombreuses situations de la vie réelle. Le danger, bien souvent, peut arriver avec une poignée de main, un regard gentil et un discours convaincant. En 2006, un homme de 81 ans a croisé le chemin de la famille Williamson et, petit à petit, il a gagné de la place, de la confiance et du pouvoir. Ce qui semblait être une nouvelle chance de recommencer dans la vie s'est lentement transformé en un scénario de manipulation, de contrôle et de tragédie. C'est le genre d'histoire qui nous fait nous demander jusqu'à quel point nous connaissons vraiment ceux que nous laissons entrer dans nos vies aujourd'hui. Aujourd'hui, vous allez découvrir l'affaire de Jack Rains et Tina Williamson. Ron et Tina Williamson formaient un couple travailleur et passionné. Lorsqu'ils se sont rencontrés en 1994, ils avaient respectivement 39 et 26 ans. La différence de 13 ans entre eux ne semblait avoir aucune importance et tous deux avaient un passé quelque peu similaire. Tous deux étaient loin divorcés et chacun avait une fille sous sa garde. La fille de Ron s'appelait Stephanie, âgée de 4 ans, et la fille de Tina était Jessie, âgée de 5 ans. Ils ont officialisé leur union en se mariant en 1999, lorsque Ron avait 44 ans et Tina en avait 31. Ron travaillait comme chauffeur de camion et passait beaucoup de temps sur la route. Loin de la maison, Tina a quitté son emploi dans une usine automobile pour élever sa fille et sa belle-fille. Pendant toute leur relation, elle s'occupait de Stéphanie comme si c'était sa propre fille, avec beaucoup d'affection et de dévouement. En plus de s'occuper des filles, Tina était serviable et aidait beaucoup de gens, comme par exemple certains voisins âgés qui avaient besoin de compagnie et d'aide pour les tâches ménagères. Grâce à son altruisme, elle était bien vue et appréciée de tous. À l'automne 2003, par une nuit pluvieuse, Tina a eu un grave accident de voiture alors qu'elle conduisait et s'est fracturé la colonne vertébrale. L'accident lui a laissé de nombreuses séquelles et elle a dû suivre un long processus de rééducation. Il a fallu 2 ans à Tina pour retrouver complètement sa mobilité, mais malgré cela, sa vie était restée marquée par certaines limitations, comme le fait qu'elle ne pouvait plus conduire à cause des médicaments puissants qu'elle prenait. Ce qui la rendait parfois somnolente, affectant souvent ses capacités de concentration. Ron avait un passe-temps, collectionner des armes, et il se rendait toujours à une brocante, l'endroit où il achetait ses armes. C'est là qu'au début de 2006, il a rencontré William Rains, un homme de 81 ans qui, comme lui, était passionné par les armes. William, plus connu simplement sous le surnom de Jack, et c'est ainsi que je vais l'appeler à partir de maintenant. Il est né le 24 mai 1924. C'était un retraité avec un immense passé patriotique. Il a servi pendant 32 ans dans l'US Air Force, allant jusqu'à être mobilisé pour défendre le pays pendant la Seconde Guerre mondiale. Il a travaillé à la patrouille routière du Tennessee et était ancien chef de la police de Woodbury. Jack habitait à Murfreesboro, une petite ville située à environ 30 km de Woodbury. Il était marié depuis plus de 50 ans, mais il avait récemment décidé de placer son épouse dans une maison de soins spécialisée car elle était malade. Sénile, et il n'avait pas la condition physique nécessaire pour s'occuper d'elle seul, bien qu'il lui rendît visite régulièrement. Il vivait maintenant seul, en raison de l'intérêt commun pour les armes. Jack et Ron ont échangé leurs coordonnées, avec le temps ils sont devenus amis, et Jack a commencé à fréquenter la maison de Ron. L'amitié entre les trois s'est renforcée, et Jack a commencé à rendre visite fréquemment au couple. Certains week-ends, tout le monde se réunissait pour un barbecue dans le jardin et passait beaucoup de temps à discuter et à s'amuser. Jack semblait faire partie de la famille et Tina, surtout parce qu'elle n'avait jamais eu de père présent, traitait Jack avec beaucoup de soin. Elle ne le considérait pas comme un père, bien sûr, mais en raison de son âge et de la solitude qu'il vivait, elle avait beaucoup d'affection pour lui.
Au début de 2007, la fille de Tina a eu 18 ans et a décidé d'aller vivre avec un petit ami appelé Robert. Et l'endroit qu'ils ont choisi de louer était justement un petit logement que Jack possédait à l'arrière de sa propriété. Ce qui a rendu Tina heureuse, car maintenant elle avait quelqu'un de confiance près de Jack. Au cours de cette année-là, Tina et Jack sont devenus très proches, au point qu'ils ont lancé leur propre entreprise d'achat et de vente de voitures d'occasion. Jack choisissait et achetait les voitures, parfois en présence de Tina, et elle négociait la vente et s'occupait de toute la paperasse nécessaire. À cause de cela, ils se voyèrent très souvent. Le matin du 1er septembre 2007, un samedi, Jack est allé chercher Tina chez elle en voiture vers 8h du matin comme il le faisait souvent. Ils sont allés prendre le petit déjeuner ensemble, ont regardé quelques voitures et ensuite Jack l'a ramenée chez elle. Vers 11h du matin, elle a appelé la maison de vous. En regardant l'heure, dedans, j'ai montré la minute, je fais, danse. Jack, c'est Tina, j'essaie de t'appeler mais personne ne répond. Merci pour le petit déjeuner de ce matin. Et je voulais savoir si tu voulais venir à un barbecue chez moi. Appelle-moi demain. Préviens-moi si tu viens parce qu'il devrait y avoir beaucoup de monde. Et tu sais, j'ai besoin de savoir combien de personnes viendront à cause de la nourriture, d'accord? Merci, salut. Dimanche, Ron est arrivé après une autre semaine de travail sur les routes du pays et Jack n'avait toujours pas répondu à l'appel. Tina et Ron ont trouvé cela un peu étrange, car leur ami rappelait toujours. Au cours de l'après-midi, le couple a laissé une série de messages sur le répondeur. Ils ont continué le barbecue chez la famille. Et même après la fin de l'événement, alors que la soirée commençait, Jack n'avait toujours pas répondu. Sans nouvelles de leur fils, depuis plus de 24 heures, les deux décident d'aller chez lui vers 20h. Dès leur arrivée sur place, ils ont vite remarqué que la porte d'entrée était déverrouillée, mais que toutes les lumières de la maison étaient éteintes. Ils ont appelé Jack, mais n'ont obtenu aucune réponse. Ils sont entrés jusqu'à ce qu'en arrivant dans la cuisine, ils soient pris par surprise. Jack, âgé de 83 ans, était assis à la table de la cuisine, la tête et les épaules affaissées sur le journal qu'il tenait d'une main, baignant dans une flaque de sang séché. Désespérés, ils sont sortis de la maison et ont appelé les urgences. En quelques minutes, une ambulance et la police sont arrivés sur les lieux, tandis que le couple attendait dehors. Les policiers sont entrés, ont aperçu le corps de Jack et ont immédiatement compris qu'il s'agissait d'un cas d'homicide. Jack avait des blessures par balle dans le dos et à l'arrière de la tête. Il n'était pas en position défensive et il n'y avait aucun signe de résistance ou de lutte physique. Il était à l'aise chez lui, en sous-vêtements et en t-shirt, et il a été victime d'une attaque, d'un acte de lâcheté, par derrière. Sur la scène du crime, il y avait des objets de valeur éparpillés sur le sol, qui n'ont pas été emportés par l'assassin. Dans la chambre, certains objets avaient été fouillés, comme des bijoux, des documents de voiture et d'autres choses qui auraient eu de la valeur pour un voleur, mais qui n'ont pas non plus été emportés. De tels indices suggérant que le mobile de l'attaque contre Jack n'était pas le vol, mais bien une exécution. Un autre détail curieux était que l'arme du crime, l'une des propres armes de sa collection, a été retrouvée sur les lieux. L'autopsie a déterminé que Jack était décédé la veille de la découverte du corps, c'est-à-dire le 1er septembre probablement vers midi. Jack aurait été touché par 5 balles, toutes tirées en succession et à des distances de plus en plus rapprochées. Le premier a été tiré à distance, puis 3 autres coups de feu ont été tirés progressivement, à chaque fois de plus en plus près. Et le dernier a été tiré avec l'arme appuyée contre la nuque. Une indication claire que la personne qui l'a tué voulait s'assurer qu'il ne survivrait pas. Le lendemain, le 3 septembre, le couple s'est rendu au commissariat pour témoigner. Ron semblait très bouleversé. Il a indiqué qu'il travaillait sur les routes cette semaine-là et qu'il n'était rentré chez lui que le matin du dimanche 2. Tina a raconté comment s'est passée leur dernière rencontre. Vers 8h du matin, Jack était venu la chercher chez elle en voiture. Ils sont allés prendre un petit déjeuner ensemble, ont regardé quelques voitures et il l'a ramenée vers 10h sans...
Peu de temps après, la fille de Tina, Jessie, et son petit ami Robert sont allés au commissariat. C'est le couple qui vivait sur le terrain de Jack, mais ils n'étaient pas sur la propriété ce week-end-là, donc ils n'ont rien entendu, ils ont seulement appris ce qui s'était passé par téléphone. En fin de dimanche, alors qu'ils rentraient déjà. Cependant, Robert a raconté avoir vu Jack se disputer avec un homme quelques jours avant le meurtre. Il n'avait pas bien compris la raison de la dispute, mais il a dit que Jack semblait en colère et qu'il n'arrêtait pas de pointer la voiture de cet homme, une Mercedes couleur champagne. Il pensait que l'homme devait de l'argent à Jack. Robert a dit que l'homme l'a poussé, faisant tomber Jack par terre, puis il est parti à toute vitesse avec sa voiture. Comme la police pensait que ce suspect était l'un des clients de Jack et Tina, ils ont demandé à cette dernière de vérifier s'ils avaient un client qui avait récemment acheté une Mercedes couleur champagne. Et Tina a réussi à trouver les documents de la personne. David Johnson. Lorsqu'on l'a interrogé, David a informé qu'il y a bien eu cette rencontre avec Jack, mais qu'il n'y a eu aucune dispute, encore moins d'agression physique. Ils étaient simplement en train de discuter, et le paiement de la voiture se faisait comme convenu. David a également affirmé qu'il était au travail toute la journée du 1er septembre. Grâce à l'enregistrement de la pointeuse de l'entreprise, les détectives ont pu confirmer son alibi, et David a été écarté comme suspect. Au cours des jours suivants de l'enquête, Tina est restée en contact régulier avec les détectives. Elle appelait pour demander des nouvelles de l'avancement, disant qu'elle tenait beaucoup à Jack et qu'elle voulait vraiment qu'on lui rende justice. Quelques jours plus tard, Robert est retourné au commissariat pour une nouvelle déposition. Et ce qu'il avait à dire était plutôt déconcertant, aussi étrange que cela puisse paraître. Il croyait que Tina et Jack étaient en couple, alors que, rappelons-le, Tina disait qu'elle s'occupait de Jack comme d'un père. Elle avait 39 ans et lui 83. Elle a donc été de nouveau convoquée pour faire une nouvelle déposition. Et toi et Jack, Qu'est-ce que tu veux savoir? quelle est la relation entre vous? C'était genre le sortir de la solitude. En tant qu'ami, Est-ce que c'est déjà allé au-delà de l'amitié? non, tu parles de sexe. Ou de romance? Non, je n'arrive même pas à croire que tu as demandé ça. Je dois poser ce genre de questions. Tina, regarde ici. D'abord, c'est dégoûtant pour moi, d'accord? D'accord. Et Deuxièmement, je t'ai dit qu'on serait direct. je sais qu'il m'aimait beaucoup et je l'aimais beaucoup aussi, mais ce n'était pas ce genre d'amour. D'accord. Tu sais ce qui va se passer? Quoi, hein? Et si tu sais quelque chose sans nous le dire? Je le jure devant Dieu et devant mes filles. Regarde-moi dans les yeux. Regarde. Tout ce que je sais, il suffit de demander, parce que je peux oublier de le dire. Je jure que je dis toute la vérité. Je ne vais rien cacher, ni grand ni petit, rien du tout. Et si tu me poses une question, si tu penses à quelque chose que tu veux me demander, Je répondrai franchement à une chose importante. Qui a tué Jack ? mais je ne sais pas. En partant du principe qu'ils entretenaient une relation intime. La police a mené 2 actions. La première a été de demander une analyse ADN sur les vêtements que Jack portait lorsqu'il a été retrouvé. Il savait que Tina l'avait vu ce jour-là, mais la rencontre avait eu lieu dans la rue. Jack était à la maison en t-shirt et en sous-vêtements, donc s'il trouvait son ADN sur ses sous-vêtements, ce serait une grande découverte. La deuxième action a été de demander les relevés d'appel de son téléphone portable. Depuis le début, elle avait affirmé qu'elle était sortie avec Jack pour prendre le petit déjeuner à 9h du matin. Ensuite, il l'a ramenée chez elle et est parti. Sauf que le relevé des appels du téléphone portable a montré autre chose. Tina avait passé 3 appels exactement pendant la période estimée de la mort de Jack. Et ces appels ont été passés en utilisant le signal de l'antenne proche de chez lui, pas de chez elle. Autrement dit, elle était compromise. Il a été prouvé qu'elle non seulement n'était pas chez elle, mais qu'elle se trouvait aussi près de la maison de la victime au moment du crime. Les 3 appels ont été passés à la même personne, Betty Olson, une amie à elle. Betty a déclaré à la police qu'elle ne connaissait pas Jack. Mais elle a expliqué que, le 1er septembre, Tina l'a appelée pour lui demander si elle pouvait venir la chercher. Parce qu'elle était allée au Walmart et n'avait pas d'argent pour rentrer chez elle en taxi.
Alors Betty est allée la retrouver à un endroit que la police a identifié comme étant à seulement 1 kilomètre de la maison de Jack. Convaincus de la culpabilité de Tina, mais sans preuve matérielle pour l'incriminer, les détectives ont demandé à Betty si elle pouvait les aider. En lui mettant un micro et en invitant Tina à lui rendre visite, elle a accepté. Ils sont restés dans une voiture banalisée, près du lieu de la rencontre, à une distance sûre, et ont écouté toute la conversation. Maintenant, la police se méfie de moi. À propos de la mort de Jack, pour l'amour de Dieu, j'étais mieux avec Jack vivant que mort. Il me donnait toujours de l'argent, il payait mes médicaments, mes consultations médicales, tout ce que je voulais, il me le donnait. Pourquoi lui ferais-je ça ? Dans le but de confirmer si Jack fournissait de l'argent et, curieux de voir si les transactions passaient par son compte, les détectives ont demandé ses relevés bancaires et ont découvert l'inattendu. Lui et Tina avaient un compte joint à cause de leur entreprise de vente de voitures. Mais sur ce compte, il y avait un certificat de dépôt récent d'une valeur de 100 000 $. Pour les enquêteurs, il y avait de grandes chances que Tina veuille la mort de Jack. Parce qu'avec cela, elle aurait un accès total à cette somme, sans avoir besoin de sa signature. La police a obtenu une ordonnance du tribunal pour que la banque bloque le compte et informe également la police si elle tentait de faire un quelconque mouvement. Et, à peine une semaine après le crime, c'est arrivé. Elle était à la banque en train d'essayer de retirer toute la somme en une seule fois. En raison de l'enquête, la banque lui a informé que le compte était gelé. Tina était visiblement nerveuse, elle tremblait, disant qu'elle avait le droit de retirer l'argent, parce que son nom figurait aussi sur le compte. Mais ses plaintes n'ont servi à rien et elle est sortie de l'agence sans même un centime. La dernière preuve contre Tina est venue avec les résultats des tests ADN sur le caleçon de Jack. Le rapport a indiqué que sur la partie intérieure de son caleçon, il y avait aussi de l'ADN féminin, et il a ensuite été confirmé que cet ADN appartenait bien à Tina. Finalement, la police et le parquet pensèrent avoir une affaire solide, mais ils prévoyaient d'éventuels rebondissements au tribunal. Il était encore nécessaire d'obtenir des preuves matérielles au-delà de tout doute raisonnable concernant l'homicide. Alors, les détectives ont de nouveau demandé l'aide de Betty pour obtenir une preuve irréfutable. Pour eux, il suffisait simplement que Tina confirme qu'elle avait pris ce trajet avec elle. Le jour du crime, à cet endroit, près de chez lui et dans la même plage horaire où il a été assassiné, cela la mettrait dans une mauvaise posture, car cela contredirait sa propre déposition. Betty a donc appelé Tina pendant que la police écoutait tout. La police m'a appelé, ils ont dit qu'ils viendraient ici à la maison, ils ont dit qu'ils viendraient entre 2h30 et 3h. Ils ne sont pas là maintenant, n'est-ce pas ? Ce n'est pas pour ça que je t'appelle. J'ai besoin de savoir ce que tu veux que je dise ou que je ne dise pas à leur sujet. Je dis que j'étais chez moi tout le temps. L'essentiel, c'est de ne pas leur parler du trajet que tu m'as donné. Ça me placerait dans le quartier, près de chez lui. Ne dis rien à ce sujet maintenant. Les enquêteurs avaient léché toutes les cartes en main pour arrêter Tina, l'accusant d'homicide volontaire ainsi que d'autres accusations mineures, comme avoir fait une fausse déposition à la police. Le message vocal qu'elle avait laissé sur le répondeur de Jacques le jour du meurtre était donc probablement une supercherie. Elle lui avait déjà ôté la vie et était simplement en train de se fabriquer un alibi pour se faire passer pour innocente. Jacques ? C'est Tina, j'essaie de t'appeler mais personne ne répond. Je voulais te remercier pour le petit déjeuner de ce matin. Et je voulais savoir si tu voulais venir à un barbecue chez moi. Appelle-moi demain. Préviens-moi si tu viens, parce qu'il devrait y avoir beaucoup de monde. Et tu sais, j'ai besoin de savoir combien de personnes viendront à cause de la nourriture. D'accord, merci. Au revoir. Le 4 décembre 2007. Tina a finalement été arrêtée. Chez elle, avec sa famille, elle a été emmenée par la police. Elle n'a montré aucune résistance, encore moins d'émotion. Elle n'a pas pleuré, n'a pas demandé ce qui se passait, ne s'est pas révoltée. Elle était froide et inébranlable. Le procès a commencé en 2008 et, à l'époque, elle a plaidé non coupable. Au cours de plusieurs mois d'audience, la défense tentait simplement de réfuter les preuves du procureur.
Il s'appuyait principalement sur l'arme du crime qui, même retrouvée sur les lieux, ne portait pas les empreintes digitales de Tina. Cependant, cela aurait facilement pu arriver si des gants avaient été utilisés ou si l'arme avait été nettoyée avec un chiffon. Le mobile du crime a été présenté comme le désir de Tina de garder tout l'argent du compte pour elle seule. Il appartenait maintenant au jury d'analyser tout ce qui avait été présenté et de décider si elle serait reconnue coupable ou non. En février 2009, le jury a rendu son verdict. Tina a été reconnue coupable d'homicide volontaire au second degré, ce qui signifie que la personne avait l'intention de tuer, mais que le crime s'est produit sous le coup de l'émotion, sans préméditation. Elle a été condamnée à 71 ans de prison, avec possibilité de libération conditionnelle après avoir purgé 55 ans. Jusqu'à aujourd'hui, même après la condamnation et avec autant de preuves contre elle, y compris. De l'ADN sur le caleçon de Jack, certains membres de la famille, des amis et même des voisins refusent de croire que Tina avait une liaison avec lui. Cependant, il est difficile de réfuter les échantillons d'ADN d'elle sur son caleçon. Pour ces personnes, il semble que la réputation d'une personne gentille, serviable et attentionnée soit suffisante pour l'innocenter d'un crime aussi lâche et cruel. Tina aura droit à une libération conditionnelle en 2065. Si elle est encore en vie, elle aura 97 ans. 7 anos.